le franc-parler était effectif. Nous serons en duplex dès le début de cette audition avec notre équipe sur place à Kaya. Autre événement à la une, la semaine de la planification familiale. Le processus d'accélération de la planification familiale se poursuit avec un objectif. La prévalence contraceptive doit passer de 22 à 32% d'ici 2020. Ceci avec l'aide de la nouvelle ambassadrice de la planification familiale investie ce jour même à Ouagadougou. Et puis à des milliers de kilomètres de Fatima, ce petit village du Portugal, l'église catholique burkinabé était en communion. Le 100e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie dans ce modeste village a été célébré à Ouagadougou, à Bouktenga plutôt, par le cardinal Philippe Ouedraogo. Mais avant de développer cette information, au cours d'une opération entre Soboulé et Petga dans la nuit du 12 mai, et visant à confirmer des renseignements militaires burkinabés, le sieur Nougoran Diko, un fidèle lieutenant de Malam Diko, a été abattu par des forces de défense et de sécurité de la zone. Nougoran Diko était un combattant d'Ansaroul, originaire de Petga. Il est le frère de Haruna Goran Diko, neutralisé, vous vous rappelez, par les FDS en mars dernier, et il a participé à l'attaque de Boulkessi selon plusieurs sources. Nougoran Diko a activement participé au recrutement de plusieurs Ansarouliens originaires de Fetokoba. Il était impliqué dans un nombre d'opérations du groupe, dont l'assassinat de l'enseignant à Kourfaël. Et puis la police nationale est à la recherche d'un individu impliqué dans le meurtre d'un policier. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 12 au 13 mai entre 1h et 2h du matin dans le quartier Quatriard. Deux individus se déplaçant sur une moto 135 de couleur bleu et blanc ont mortellement atteint un policier à l'aide d'une arme à feu. La réplique d'un autre policier a permis d'atteindre un des tireurs à 3 niveaux. Ce dernier chercherait activement des soins ou aurait succombé. La police nationale sollicite la collaboration active de la population. Les numéros verts étant le 17 et le 1010. Cela dit direction la cité du cuir et des peaux où le face-à-face entre le président du Faso et les producteurs ont eu lieu ce 13 mai. C'est l'un des moments les plus attendus à chaque édition de la Journée nationale du paysan. Fousseni Kindo, bonsoir. Peggy Ouedraogo, bonsoir. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver ici à Kaya pour les actualités concernant cette 20e journée nationale du paysan. C'est fini donc ici à Kaya pour la grande messe du monde rural, édition 2017. À l'issue du face-à-face ce matin, des producteurs avec le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré, un nouveau format de la journée nationale du paysan se dégage, mais aussi la mise en place d'un secrétariat permanent pour conduire les engagements de la rencontre. C'était donc en présence de Roch Marc Christian Kaboré, un échange franc et direct sur le bilan, mais aussi sur les perspectives de la manifestation pour l'essor du monde rural. Les faits avec Zoubaviel David Dabiré. Pour la deuxième fois, Roch Marc Christian Kaboré est face aux acteurs du monde rural. La 20e grand-messe du secteur agricole s'est ouverte ce matin à Kaya sous le thème « Journée nationale du paysan, 20 ans d'existence, bilan et perspective ». Et pour planter le décor de cette rencontre bilan, le président du Faso a rendu un hommage aux producteurs et transformateurs des produits locaux avant de rappeler la place du secteur rural dans la création des richesses au Burkina Faso. Mais avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour de cette 20e édition, les acteurs ont fait le bilan des 19 éditions depuis 1993. Bilan jugé globalement satisfaisant. Après quoi, agriculteurs, éleveurs, transformateurs et gestionnaires de ressources naturelles ont sans langue de bois engagé un dialogue direct avec le président du Faso. Les questions d'approvisionnement en eau, le manque de pâturage, l'insuffisance de la subvention en intrants agricoles, la non-valorisation des produits locaux, bref, les maux qui minent le développement du secteur rural ont été portés à la connaissance du président du Faso. À ces préoccupations, les membres du gouvernement concernés par le développement du secteur rural ont apporté des éléments de réponse avec les différents projets et programmes de développement en cours. Sur la question du format et du contenu des JNP, posée dès l'ouverture des débats, le président du Faso, après écoute des acteurs, prend des résolutions.
un des points sur lesquels il y a un accord, je pense, au niveau des producteurs et des productrices, c'est la question d'avoir un secrétariat permanent chargé d'assurer le suivi entre deux sessions des décisions et relancer les parties. Je crois que le secrétariat permanent est resté quelque chose sur lequel on peut dire que le consensus est total sur cette question. C'est vrai que entre le moment où nous faisons une JNP et la prochaine, les délais sont relativement courts pour la mise en œuvre des engagements que nous prenons. C'est pourquoi je pense que nous pouvons retenir l'idée que nous puissions faire cette rencontre de façon biennale. Cela nous donne le temps de pouvoir analyser et de prendre les décisions que nous pouvons prendre, et ça nous permet également de travailler à la mise en œuvre des recommandations que nous faisons à une JNP et non pas être au pas de charge avec des données qui ne sont pas non plus très fiables. Et pour préparer la prochaine édition des Journées nationales du paysan, prévue en 2019, un comité sera mis en place pour réfléchir sur l'opérationnalisation du secrétariat permanent des Journées nationales du paysan. Le financement de la nouvelle structure reste encore à définir. Le face-à-face des producteurs avec le président du Faso aura donc duré 6 heures de temps d'horloge et ce fut un exercice édifiant d'échange avec Roch-Marc Christian Kaboré. Kaya marque donc une étape décisive pour la Journée nationale du paysan. Le monde paysan sera désormais impliqué tant dans l'organisation que dans l'administration des engagements. Moumouni Baro. D'accord, je pense, au niveau 6 heures d'échange entre président du Faso et acteurs du monde rural. La 20e édition de la Journée nationale du paysan, qui devait être une tribune pour faire le bilan et dégager des perspectives, a permis un dialogue franc et direct entre Roch et les 1200 producteurs venus de 13 régions du pays. Nous demandons pourquoi. Le début, les producteurs étaient contents. Mais à l'air, nous demandons que nous trouvions la solution vraiment rapide pour qu'on nous fasse vraiment décourager. Aujourd'hui, le Burkina Faso, nous sommes plus de 50% au niveau de la production. Nous allons produire le Burkina de la plus faim. Ça, c'est vrai. Nous allons profiter des tracteurs à partir d'octobre, novembre, pour faucher l'air. Monsieur le ministre est là. Depuis qu'on met pour produire les foins pour l'alimentation du bétail, nous allons pouvoir produire dans les régions et nous allons faire tous les prix. Il n'y aura plus un prix au niveau de la production fourragère. Les préoccupations comme le coût élevé des intrants, les manques d'unités de transformation des produits locaux, l'état défectueux des routes pour évacuer les produits, la non-mécanisation de l'agriculture étaient aussi au cœur des échanges. Nous travaillons sur cela, malheureusement ça coûte très cher, mais nous mettons les moyens. Nous avons au moins une dizaine d'organisations qui nous ont approchés, nous avons formé des cadres pour les accompagner. Nous avons mis à leur disposition tout le processus, quelles sont les étapes qu'il faut franchir, et ce travail se fait très bien. Et je pense que d'ici là, toutes les organisations seront sous ce modèle. Il y a également en prévision 1 milliard de notre budget dans le cadre du programme et pour la réalisation de marché à détail dans toutes les régions et répartis de façon équitable. Concernant les tracteurs servis par madame, nous au niveau de l'élevage, nous avons appris partie des motoculteurs, comme mon collègue a dit ici. Nous sommes en train de sélectionner 45 motoculteurs, 150 seront également reçus d'ici la fin de l'année. Évidemment, la prise de cette décision réjouit plus d'un dans les milieux des producteurs. 20 ans de GMP, ce n'est pas petit. Il y a nécessairement une évolution. Donc c'est pourquoi dans le cadre de l'efficacité même des GMP, donc,
on a quand même adopté un nouveau format qui consiste à aller à 2 ans. C'est pour effectivement suivre les recommandations, les engagements. Je crois que c'est acceptable. Alors, de mon point de vue, nous, les organisations paysannes, nous avons intérêt à accompagner le gouvernement pour que le gouvernement soit efficace dans son accompagnement du monde rural. Fini donc cette édition, rendez-vous est pris en 2019. À présent, en réaction de quelques acteurs après cette rencontre, il s'exprime au micro de Oumou Sissi. D'abord, le terme bilan, là, c'est déjà bon. Parce que quand on fait des choses durant des années, on fait stop pour voir, c'est déjà une bonne idée d'abord. Maintenant, dans le bilan, on a remarqué qu'il y a beaucoup de recommandations qui étaient sorties en 2016, où j'ai participé à Tenkorogo. Toujours, c'est les mêmes recommandations qui ont été répétées. Donc, en disant cela, on voit, bon, sincèrement dit, on veut que quand on avance, chaque chose qu'on dit, pour que l'année prochaine, on part à une autre étape. Il ne faut pas qu'on répète les mêmes souches. En partie, je suis satisfait en ce qui concerne notamment le plaidoyer pour l'augmentation des capacités financières du FODEL. Je peux dire que je suis satisfait par rapport aux réponses qui ont été données. Également, par rapport à la résolution des conflits, ça veut dire, les efforts qui ont été consentis à la résolution des conflits entre les différents utilisateurs des ressources foncières. Également, mais c'est là où je ne suis pas en tout cas tout à fait satisfait, c'est notamment à l'endroit du chef de l'État pour les moyens que nous avons demandé à la mise en œuvre, pour mettre en œuvre en tout cas les différents cadres de concertation qui ont été mis dans les régions. Moi je pense qu'une année là c'est pas mal parce qu'avec une année même on n'arrive pas à résoudre les problèmes. Si on va avancer jusqu'à 2 ans, il y a certaines préoccupations qui ne vont pas être prises en compte. Nous trouvons que chaque année, quand on regarde les frais, les dépenses, ça fait des millions. Et si on évalue cet argent, qui peut encore acheter d'autres choses, la technologie même pour les producteurs, ça allait beaucoup nous aider. Mais si c'est chaque biennale, et ça fait des économies, et tout ce que nous voulons, même si on n'arrive pas à tout avoir, nous allons avoir beaucoup, parce que ça va boucher encore le trou. En une année, en tout cas, on ne peut pas aboutir à toutes les recommandations possibles et faire, comment on appelle, un bilan qui puisse satisfaire les gens. Par contre, lorsque vous laissez un petit temps de répit, cela vous permet non seulement de réaliser pleinement l'action, mais également de faire l'évaluation sans problème. C'est le secrétariat permanent qui est une structure de veille qui va se charger donc de suivre l'ensemble de ces engagements et ces recommandations-là. Et si par ailleurs l'État met les moyens qui étaient également un problème à la mise en œuvre de ces engagements, va permettre effectivement à ce que les GNP retrouvent leurs objectifs initiaux. On referme cette page d'actualité de la 20e journée nationale de paysans avec cette séance de dégustation. Hier, dans la soirée, le président du Faso, Roch Marc Christian qui a invité à sa table les producteurs du Burkina à déguster des mets à base de produits locaux. Zalissa Sanfo était également de la partie. Moment de décontraction après une journée de travail pour la fête des papilles gustatives ici au pied-à-terre du président du Faso à Kaya. Une soirée pour découvrir et redécouvrir la panoplie de goûts et de saveurs qu'offrent les produits des producteurs burkinabés. Ainsi donc, du zamené au goré surprise, en passant par les œufs de campana au couscous de Fonio, les hôtes d'un soir du président du Faso ont pu goûter à des mets concoctés uniquement qu'avec des produits locaux. Je voudrais saisir cette occasion pour exhorter vos honorables invités à s'approprier le slogan « Consommons burkinabé » et à être des ambassadeurs de la valorisation des produits alimentaires burkinabés. Une soirée de dégustation qui réjouit plus d'un. C'est des initiatives à encourager et même c'est des initiatives à toujours renouveler. Parce que nous, au niveau des filières locales, c'est des initiatives que nous avons toujours demandé aux autorités de nous accompagner là-dessus. Donc si nous voyons aujourd'hui que l'autorité lui-même prend l'initiative pour nous accompagner, parce que nous sommes les acteurs
ces produits nationaux-là, de ces mets nationaux-là. Donc vraiment, nous nous réjouissons. Et en croire les spécialistes, si l'on veut bien manger et manger sain, la solution se trouve dans la formule « Consommons burkinabé ». Ces produits sont nutritionnellement avantageux pour nos populations et également de moindre coût, accessible pratiquement à toute la population. L'initiative est donc lancée. Même ce gâteau de la 20e édition des JNP est fait à base de produits locaux. Voilà Peggy Ouedraogo, c'était là les actualités de la 20e édition de la Journée nationale du paysan. Et c'est tout également pour les directs que nous avons assurés depuis jeudi ici à Kaya. Un grand remerciement à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui se sont déployées ici à Kaya, mais aussi à Ouagadougou. Un grand merci également aux agents et à la direction régionale de l'ONATEL du Centre-Nord ici à Kaya. Merci à tous et à bientôt. Merci à vous Fousseni et à toute l'équipe déployée sur place et bon retour surtout à Ouagadougou. Et nous poursuivons avec notre série de reportages sur le monde agricole, un secteur qui connaît des avancées notables face au changement climatique. Dans la région du Nord, les producteurs se sont familiarisés avec de nouvelles techniques agricoles qui portent des fruits. Témoignages sur place, Kiswen Sida, Irénée Kabouré et Moussaki. Bourema Bissiri est producteur agricole à Kouba, dans la province du Zondoma. Son champ de 3 hectares, situé au pied d'une colline, est clôturé de diguettes anti-érosives. Une technique de conservation d'eau qui lui permet de faire de bonnes récoltes. Les agents de l'agriculture nous ont conseillé à faire des diguettes. Ils nous ont formés à la pratique de cette technique. C'est une technique qui protège le mil, les arbres et rend plus fertile le champ. Georges Kenderbiego est quant à lui agriculteur à Minissia, un village situé à 25 km de Yako. Il a reçu une formation en technique agricole les 2001. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous explique en quoi consiste cette technique. C'est une technique qui consiste à creuser de grands trous et à déposer la terre en forme de demi-lune. Ensuite, nous mettons de la fumée organique dans ces trous et en début de la saison hivernale, nous sémons. S'aimer dans des trous pour espérer récolter suffisamment, même en cas de manque de pluie, est devenu la règle ici dans la province du Passoré. Posgo Kendrebiego pratique la technique de demi-lune il y a 10 ans. Nous utilisons la fumée organique et nous faisons aussi le zaï entre les diguettes. En plus de cette technique, nous avons reçu de nouvelles semences de la part des agents de l'agriculture. Nous constatons que ces variétés sont rapides et font de bons rendements. Pour ramener les producteurs du Nord à adopter ces nouvelles techniques agricoles, telles que les diguettes, le zaï, les cordons pierrés, les demi-lunes, les agents de l'agriculture ont aménagé des champs-écoles. C'est un paquet technologique que nous vulgarisons. Et les paysans même, actuellement, je peux dire que 80 à 90% de la population connaît utiliser les niveaux à eau pour déterminer les courbes de niveau. Et les autres producteurs qui n'ont pas eu la chance d'avoir la formation, s'ils demandent seulement, les paysans facilitateurs sont prêts pour aller implanter les différentes courbes de niveau qui vont servir à confectionner les différentes diguettes. Grâce à cette technique de conservation d'eau, les producteurs subviennent aisément aux besoins de leur famille. L'année dernière, ils sont venus nous montrer encore et puis j'ai utilisé, j'ai fait et j'ai gagné. J'ai gagné plus par rapport à ce que j'ai travaillé seul à la main. Ceux qui ont utilisé ces méthodes de conservation des eaux et sols s'en sortent. Bon la mal là, et ils ne peuvent pas rater leur année. Avec l'avancée rapide de la dégradation des sols, du reste pauvre et surtout avec un cycle court de pluviométrie inférieur à 3 mois dans la région du Nord, l'adoption des semences améliorées peut aussi contribuer à accroître le rendement des agriculteurs dans cette partie du Burkina.
Faisons à présent connaissance avec Monsieur Ouattara, un ancien chauffeur mécanicien devenu agro-businessman. Tout serait parti d'une envie, celle de proposer au Burkina Faso des spéculations qui ne courent pas les rues ou du moins les champs. Le sien est fort d'une centaine d'arbres de palmiers qui produisent plus de 9 tonnes de graines par an. Moment de découverte signé Salifou Belem et Oumar Zombré. Depuis le début du mois d'avril, Daouda Ouattara et son stagiaire, une fois au champ, répètent les mêmes gestes. Chaque matin, ils font le tour des palmiers à huile à la recherche de grappes mûres pour la cueillette. Ok. Merci. D'accord. Voilà. Nous sommes à Bérégadougou, en territoire burkinabé. Dans ce champ, Daouda Ouattara possède plus d'une centaine de palmiers à huile qu'il a plantés à titre expérimental il y a maintenant 10 ans. Et cela fait 8 ans que ces arbres produisent. Ok, on va déposer ici, après on va tailler. Voilà, pour mettre dans le sac. C'est comme ça. Chaque semaine, en tout cas, on peut avoir 500 kilos. Chaque semaine. L'année passée, donc on a eu 9 tonnes 500. Mais cette année, quand ça vient de commencer, donc on n'a pas encore fait la calcul d'abord. Les gens qui à Bobo venaient payer, à Banforo aussi, même au Rodara. Voilà, chaque fois il y a des commandes. L'appel à la tête de Daouda Ouattara est parti d'un déclic. Alors qu'il travaillait comme chauffeur mécanicien, il décide un jour de tout laisser pour se consacrer à la terre après avoir fait un tour dans un champ de bananiers dans une plaine irriguée de la province du Bazega. Mais ça, je dis que les gens, que les fous, que les gens sont en train de manger, toi tu viens manger des conneries comme ça, que ça n'a pas d'ici ici. Chaque fois que les gens me voient, je me dis que je travaille, que des mecs qui jouent couillon. Pourquoi en tant que mécanicien chauffeur, tu viens laisser ce travail pour venir faire le travail à terre? Je dis non, moi c'est ce que je vise. Donc maintenant, je peux dire aujourd'hui merci. Grâce à parce que les gens là, il y a 15 personnes qui sont là qu'on nourrit, et puis ils mangent bien, ils dorment bien, ils se soignent ici, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Daouda Ouattara dit ne pas regretter son choix. Même mieux, la conduite des travaux champêtres est devenue comme une passion pour cet ancien chauffeur mécanicien. Actuellement, il travaille en étroite collaboration avec les services techniques de l'agriculture. À présent, ce chiffre 40%, c'est la perte estimée de la capacité en eau du lac Dem. Pourtant, il est un maillon essentiel dans l'économie de la province du San-Matenga. La faute est à l'ensablement, elle-même causée par l'action de l'homme. Les populations comptent sur un appui du gouvernement pour redonner à ce réservoir d'eau son lustre d'antan. C'est ce que nous disent Issa Kafando et Olopoda. Situé à environ 10 km de Kaya, chef-lieu de la région du centre-nord, le lac Dem est victime du phénomène de l'ensablement. Comme la plupart des autres retenues d'eau du Burkina, ce bassin naturel a perdu près de 40% de ses capacités. Il y a quelques années, ce lac contenait 15 millions de mètres cubes d'eau. Avant là, à ce temps-là même, nous étions défilés ici. Ici, nous étions défilés ici. En avril, en mai, on avait l'eau ici. Voilà. Mais maintenant, il n'y a plus l'eau. Pour avoir l'eau, il faut au moins 300 et quelques mètres comme ça pour avoir l'eau. Donc chaque année, ça aggrave. Ça aggrave. Le sable avance. Donc je ne sais pas d'ici 2 ans, 3 ans, si on peut travailler ici. Vous voyez le sol sur lequel nous cultivons avant? Ce sol est aujourd'hui englouti par le sable. Regardez la hauteur du sable. Le lac Dem fait donc l'objet de pressions multiformes. Mauvaise utilisation des ressources et ensablement sont des fléaux qui menacent cette zone humide à fort potentiel économique, écologique et social du Burkina Faso. Les activités humaines sont à l'origine de cet ensablement. Une autre responsabilité est attribuée à l'action de la nature elle-même. La plupart du temps, c'est les mauvaises pratiques agricoles autour de ces retenues d'eau, à savoir principalement le non-respect de la bande de servitude. Il faut dire qu'au fur et à mesure que l'eau se retire, les producteurs ont tendance à suivre l'eau jusqu'à atteindre le lit mineur de ces différentes retenues. C'est l'érosion qui est à la base de cet ensablement. Le sable provient des collines situées aux alentours du lac.
En plus de l'ensablement, le lac est menacé par la pollution car des engrais chimiques et autres herbicides sont utilisés par les maraîchers et les agriculteurs installés aux abords de ce réservoir d'eau naturelle. Et au vu des quantités d'engrais et de pesticides employés chaque année, l'on peut aisément comprendre l'inquiétude des pêcheurs qui constatent une diminution considérable du poisson dans le lac. Quand nous jetons nos filets, ce sont des petits poissons que nous prenons. Il n'y a plus de gros poissons dans ce lac. La dégradation du lac Dem préoccupe tous les acteurs de développement. Les producteurs, eux aussi, sont conscients des conséquences dramatiques si le lac venait à disparaître un jour. On a dit de faire 100 mètres au bord du lac avant de travailler pour que la terre là, ne rentre pas dans le lac. Bon, certains ont pu respecter, mais ce n'est pas tout. Mais on voit que ce n'est pas bon. Ce verger de manga est une initiative d'un ressortissant du village. Si on avait eu la même vision que lui en plantant des manguiers le long du lac Dem, on ne parlerait pas d'ensablement du lac aujourd'hui. Actuellement, la donnée est connectée à partir du lac Dem. Si le lac Dem souffre, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de problèmes maintenant et de ravitaillement en eau potable pour la commune de Kaya et toute la population va souffrir. Classé comme site Ramsar, le lac Dem doit survivre à tout prix. C'est aussi la conviction des populations riveraines qui se disent disposées à œuvrer à la protection du lac. Et des partenaires comme la FAO seront certainement interpellés par le cri de cœur des bénéficiaires de ce lac Dem. En attendant, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation s'intéresse à la pêche artisanale. Pour assurer sa durabilité, la FAO et le ministère en charge des ressources halieutiques sont en conclave à Ouagadougou. Les détails dans ce compte-rendu de Yacouba Gamene et Kadi Sanogo. Le secteur de la pêche assure la sécurité alimentaire et nutritionnelle, crée des emplois et constitue un levier pour les économies locales. Cet atelier d'information et de diffusion des directives volontaires sur la pêche artisanale réunit tous les acteurs de la filière pêche et permet aux femmes de bénéficier de façon plus égale des chaînes de valeur agroalimentaire. Il a pour but de discuter des directives sur la pêche artisanale comme étant un instrument significatif pour faire avancer cette pêche. Une pêche artisanale qui est pérenne, qui est performante, ça fait des emplois, ça fait des moyens d'existence durables pour ces communautés qui sont marginalisées et vulnérables, parce que la pêche, elle est pratiquée dans les communautés rurales. Et il ne faut pas oublier, quand on dit la sécurité, la nutrition, c'est les produits de pêche. L'intérêt de cet atelier, c'est quand même permettre à tous les acteurs qui viennent de divers horizons, il y a des commerçants, il y a des pêcheurs, il y a des transformateurs, d'être même à un même niveau d'information sur ces directives. Cette directive-là, c'est un référentiel qui essaie d'équilibrer la pêche artisanale, avoir un bon niveau de pêche artisanale et le développement social des différents acteurs. Cette rencontre va tracer les sillons d'une mise en œuvre efficiente et inclusive des directives volontaires sur la pêche. Elle va assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté. Dans la suite de cette édition, nous parlons de la planification familiale. Le Burkina s'est engagé à porter la prévalence contraceptive de 22,5% à 32%, et ce, d'ici 2020. Et pour y arriver, il faut désormais compter sur la nouvelle ambassadrice de la planification familiale. À la personne d'Anne Thiéba, l'épouse du Premier ministre, devra mener le plaidoyer pour un changement de politique et pour une mobilisation de ressources conséquentes. Précision Adama Guiti et Yolande Lompo. Anne Thiéba vient d'être investie ambassadrice de la planification familiale au Burkina Faso. Aux côtés de l'ensemble des acteurs intervenant dans ce domaine, elle contribuera à booster les indicateurs en matière de planification familiale afin d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Je compte mettre tout mon effort à essayer de faire une différence dans la vie quotidienne des femmes
de Burkina. La base d'une planification familiale réussie vient des décisions quotidiennes des familles eux-mêmes. Les autorités doivent accompagner ces femmes à travers l'accès aux contraceptifs et les informations. Au regard de l'impact de la planification familiale sur le contrôle de la croissance démographique et sur le développement économique, l'élaboration du plan d'accélération de la planification familiale devra permettre de porter la prévalence contraceptive de 22,5% à 32% d'ici à 2020. Elle va nous aider à mobiliser toutes les énergies, que ce soit des énergies politiques, que ce soit des énergies financières, pour nous accompagner, pour porter la prévalence contraceptive au Burkina Faso qui est faible. Tant qu'elle est là, il faut qu'elle fasse la différence en nous ajoutant 18% pour qu'on atteigne 50%. En acceptant la mission à elle confiée devant les partenaires au développement et la population de Sadgo, la nouvelle ambassadrice s'engage à interpeller une fois par semestre l'ensemble des acteurs clés engagés dans la mise en œuvre des activités de la planification familiale. Les victimes des mutilations génitales féminines peuvent compter sur une nouvelle disposition juridique, le contentieux stratégique. Il vient compléter la loi portant répression, prévention et réparation des violences à l'égard des femmes et des filles victimes de ces MGF. Une réunion a été initiée par l'ONG Voix de Femmes pour mieux appréhender cette approche. Explication Yacouba Gamene et Yolande Lompo. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la collaboration et de l'action juridique pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Ces pratiques traditionnelles ont encore la peau dure. L'une des stratégies pour accélérer la fin des MGF est le recours au contentieux stratégique. Face au taux de prévalence persistant de mutilations génitales féminines qui est de 76% selon les derniers chiffres de l'UNICEF, il fallait trouver des outils novateurs pour obtenir un changement de comportement et essayer d'obtenir aussi des autorités politiques la prise des textes et un accompagnement efficace pour qu'on aboutisse à une répression efficace et à une réparation des dommages subis par les victimes. Rien qu'au cours de l'année 2016, 65 filles en ont été victimes. Ce contentieux stratégique en matière de lutte contre les MJF offre l'opportunité aux acteurs de la société civile et des mouvements des droits de l'homme de porter certaines affaires liées aux MJF devant les juridictions nationales ou sous-régionales. Au niveau du contentieux stratégique, c'est de voir comment on peut, en tout cas, représenter également les intérêts de la victime vis-à-vis des auteurs ou vis-à-vis de l'État. Outre le Burkina Faso, ce projet dont le lancement est intervenu le 15 juillet 2016 couvre le Mali et le Bénin. Un autre droit défendu, il s'agit de celui des migrants. Des défenseurs s'érigent contre les politiques répressives de l'Union européenne et réclament la révision de la politique discriminatoire au niveau des frontières occidentales. Un dispositif a d'ores et déjà été mis en place pour accompagner les migrants. Nous en savons plus avec Yacouba Gamene et Estelle Judith Assogba. À l'exemple d'Alarm Phone pour la Méditerranée, un dispositif mis en place par l'organisation Afrique-Europe Interact pour sauver des vies humaines dans le cadre de la traversée de la Méditerranée, un projet de secourisme dans le désert Sahara dénommé Sahara Phone verra bientôt le jour. Les membres des associations qui œuvrent pour le bien-être des migrants venus d'Algérie, du Mali, du Niger, d'Europe et du Burkina Faso vont mûrir la réflexion à cette rencontre de Ouagadougou. Ce projet-là consiste sur deux principes. Le premier, c'est la libre circulation. La deuxième des choses, c'est respecter les droits de l'homme, respecter les conventions de Genève, respecter tous les protocoles liés au monde. Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se font devant les yeux de nos États et tout ça, les États ils sont conscients, mais ils sont des gendarmes de l'Europe, ils sont gendarmes d'une politique de l'injustice de l'Union européenne. Selon ces membres, la situation que vivent les migrants dans le Sahara avant leur traversée est dramatique. L'Alarm Phone Sahara
pour au moins limiter ces dégâts. Des gens qui se perdent en plein désert, des gens qui sont abandonnés, des gens qui meurent de faim, des gens qui meurent de soif. Il est temps qu'on passe par des actes. Les États savent ce qui se passe en Afrique. Qu'en est-il de l'Union africaine? L'Afrique a sa part de responsabilité dans toute cette histoire. Des actions pour interpeller les différents États sur ces questions afin qu'ils mettent en place des politiques qui prônent les droits des migrants et la liberté de circuler. Une liberté de circuler prônée par l'Organisation internationale pour les migrations. Au nombre de ces actions, il y a l'élaboration d'une cartographie nationale des acteurs de lutte contre la traite des personnes au Burkina. Plusieurs acteurs sont impliqués dans ce projet qui a donné son verdict. Le point avec Isaka Oudraogo et Bouma Ernest Nebié. La traite des êtres humains est toujours une réalité au Burkina et son éradication demeure une préoccupation pour le gouvernement burkinabé et l'Organisation internationale pour les migrations. La traite de personnes, c'est surtout le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes par le recours de la force ou d'autres formes de contraintes. On peut parler de l'enlèvement, de la fraude, de situations qui mettent après par la suite une personne dans une situation d'exploitation où vraiment elle est contrainte à vivre cette situation-là. À cet atelier, il a été question pour les participants de faire connaissance avec des résultats d'une étude sur la cartographie nationale des acteurs de lutte contre ce phénomène de traite des personnes au Burkina. Commanditée par l'OIM, elle permettra aux décideurs politiques et à l'ensemble des acteurs de lutte de mieux faire face au phénomène. Cette étude qui a permis d'identifier les différents acteurs impliqués va permettre justement de connaître tous ces acteurs-là. Et cette étude préconise également la mise en place d'un groupe de travail qui va permettre justement de définir des stratégies concertées et synergiques pour lutter contre ce phénomène et qui va nous permettre également d'avoir des données fiables sur la lutte et pour pouvoir renseigner les différents rapports qui sont demandés par des institutions internationales. Menée à Ouagadougou et dans 5 régions frontalières du Burkina, l'étude s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre la traite au Burkina. Un projet entièrement financé par le gouvernement américain. Il prend fin en 2018. Et les médias sont certainement impliqués dans ce projet de l'OIM et ils le sont également dans celui porté par le CSC. Les professionnels de l'information de la région du Sahel ont été invités sous l'égide du Conseil supérieur de la communication pour prendre part à une formation. L'information liée aux questions sécuritaires, voici le thème débattu. Le reportage à Dori de Martin Ouedraogo et Bernard Diasso. C'est une formation spécifique sur le traitement de l'information sécuritaire liée au terrorisme et c'est là au profit des journalistes de la région du Sahel. Les formateurs seront essentiellement des représentants des forces de l'ordre et de sécurité et des représentants de la communauté musulmane et naturellement le CSE sera là pour rappeler encore et encore les règles d'éthique et de déontologie. Première de la série de formations prévues dans les 13 régions du Burkina, la formation des journalistes est une forte recommandation issue des rencontres du Conseil supérieur de la communication avec les médias, la société civile et les forces de défense et de sécurité. C'est revenir sur la collaboration entre les médias et les forces de sécurité. Chacun fait un travail important pour le profit des populations. Et on ne peut pas réussir nos missions si on ne collabore pas parce que des fois, il arrive que l'un empêche l'autre de faire son travail correctement. Et comme réaction aux résultats de l'enquête de l'autorité supérieure de contrôle d'État, publiée dans la dernière parution du bimensuel L'événement, faisant état de malversation à hauteur de 87% du budget des élections couplées de 2015. Vous pensez qu'on peut faire des malversations de cette hauteur-là et pouvoir organiser les élections? Si ma mémoire est bonne, en tout cas, il n'y a pas cette autorité nationale, il n'y a pas cette autorité internationale qui n'ait félicité le CSC pour la couverture médiatique de ces élections-là. En tout cas, il y a eu une mention honorable qui a été faite. Je suis vraiment étonnée de ce taux-là et c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est l'ASE qui pourrait mieux vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Au terme de la formation, on peut dire que les médias et les forces de défense et de sécurité sont 2 acteurs majeurs dans la lutte antiterroriste.
L'Église catholique du Burkina, solidaire à celle du Portugal, en ce jour où est commémoré le centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima. Les fidèles se sont rendus à Bouktenga pour l'occasion et ont pu en savoir davantage sur l'histoire de ces 3 jeunes bergers à qui la mère du Christ serait apparue 6 fois de suite. Amado Iliboudo et Nathalie Sawadogo pour le compte-rendu. 13 mai 1917, 13 mai 2017. Cela fait 100 ans que la Vierge Marie est apparue à 3 petits bergers dans un village du Portugal. Fatima accueille aujourd'hui des milliers de fidèles à l'occasion du centenaire aux côtés du pape François. À Bouktenga, les fidèles catholiques du Burkina Faso étaient en union de prière. Le 13 juillet 1917, les 3 voyants ont reçu un message qu'ils ont longtemps gardé pour eux et en les réservant à leur évêque et au pape. D'abord, la dévotion du cœur immaculé de Marie par la prière du rosaire pour sauver les âmes de l'enfer. La deuxième partie du message annonçait la fin de la Première Guerre mondiale et le début d'une autre, pire encore. Une demande avait été faite par le Mère du ciel, la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie et la pratique de la communion réparatrice chaque samedi. La troisième partie du message, placée sous le regard d'un ange, invitait à la pénitence. L'histoire des apparitions de Fatima remonte en 1916 avec celle d'un ange apparu aux 3 jeunes bergers que sont Lucie 10 ans, Jacinthe 7 ans et François 9 ans. Entre le 13 mai et le 13 octobre 1917, la Vierge Marie serait apparue à ses 3 enfants chaque 13 du mois. Hyacinthe et François sont morts 6 ans après ces apparitions. Ils ont été canonisés ce jour par le Saint-Père. Les 2 bienheureux deviennent ainsi les plus jeunes saints de l'histoire de l'Église catholique. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. L'info revient en direct avec Christine Koulibaly à partir de 22h30. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.